bonne littérature. Excusez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Et bonjour, bienvenue à tous dans ce nouveau débat du jour sur Juste Milieu. Les plus fidèles l'auront remarqué, j'ai la chance de recevoir une fois encore Fabien Bouglet avant toute forme de discussion. Cher Fabien, comment allez-vous? Bonjour Rémi, merci de votre accueil. Bon, je vais très très bien, hein. Quand je suis avec vous sur Juste Milieu, je suis parfaitement en forme, une piqûre d'adrénaline, je suis en bonne compagnie. Eh ben, c'est parfait, voilà, encore un plaisir de vous recevoir pour la deuxième fois. Votre deuxième ouvrage, il est là, il est entre mes mains. Nucléaire, les vérités cachées. Alors, la première fois que vous étiez venu sur Juste Milieu, c'était pour votre précédent livre, Éolienne, la face noire de la transition écologique. C'était sorti en octobre 2019 aux éditions du Rocher. Et là, vous êtes de retour depuis le 6 octobre 2021, quasiment pile poil 2 ans, avec Nucléaire, les vérités cachées, toujours aux éditions du Rocher. Alors, tout de suite, on va attaquer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui vous a mené des éoliennes au nucléaire? C'est la politique énergétique est votre passion, j'ai l'impression. Tout à fait. C'est vrai que j'avais commencé à travailler sur la question des éoliennes au travers de mon livre Éolienne, la face noire de la transition écologique, qui a d'ailleurs été réédité en janvier dans sa version réactualisée, parce que j'étais confronté à côté d'une restauration, j'étais en train de restaurer une résidence secondaire, et puis j'ai eu un projet de parc éolien, 13 éoliennes, que j'ai réussi à empêcher, et c'est ce qui m'a amené à écrire ce livre sur les éoliennes. Et de fil en aiguille, vous savez, les promoteurs éoliens, enfin plutôt les industriels éoliens, ont coutume de nous dire, mais vous voulez pas d'éoliennes, vous préférez peut-être une centrale nucléaire. Ça, c'est dans les éléments de langage des promoteurs éoliens. C'est la même chose pour les éoliennes en mer. Vous voulez pas de 80 éoliennes entre Lisieux et Noirmoutier, c'est probablement parce que vous aimez le nucléaire. Et donc, cet élément de langage, il était intéressant parce que c'était la façon dont les promoteurs éoliens expliquaient qu'il fallait remplacer le nucléaire, finalement, par des éoliennes intermittentes. Et donc, je me suis dit, on était en plein Covid, je me suis dit, mais en fait, ces éléments de langage, pour bien comprendre pourquoi l'éolien ne fonctionne pas, il faut comprendre d'où l'on vient. Et en France, la particularité française, la France est un des pays qui a le plus de centrales nucléaires, de réacteurs nucléaires, en tout 28 centrales et 58 réacteurs nucléaires. On en a arrêté 2, Fessenheim. Donc on a en activité 56 réacteurs nucléaires. On est donc un des pays les plus producteurs d'électricité avec le nucléaire, et 70% de notre mix électrique est réalisé par du nucléaire. Et la chose qui est extraordinaire, c'est que grâce à ce mix nucléaire à hauteur de 70% et hydroélectrique à hauteur de 10%, donc à peu près 80 à 85%, la France, Rémi, est championne du monde de l'électricité décarbonée. Et donc, il y avait ce paradoxe entre on va mettre des éoliennes pour sauver la planète parce qu'on va décarboner, avec le fait que la France était déjà décarbonée. Et donc, j'ai enquêté sur ce paradigme-là. Pourquoi, bon sang, les élus, les exploitants industriels éoliens étaient en train de nous dire qu'on allait sauver la planète en France, alors que, ex nihilo, nous disposions déjà de centrales nucléaires qui assuraient cette décarbonation. Et en fait, je me suis rendu compte, en enquêtant de manière relativement importante sur le sujet du nucléaire, qu'il y avait énormément d'éléments de langage et de biais cognitifs qui étaient utilisés par les promoteurs industriels éoliens et par les antinucléaires. Et en fait, par ailleurs, lorsque j'allais en province faire des conférences sur les éoliennes, j'avais de plus en plus de questions sur le nucléaire, ce qu'il pouvait représenter, et notamment la recherche sur les déchets nucléaires. Et c'était passionnant, parce que de la même manière que j'ai travaillé de manière sourcée, documentée au travers de mon bouquin sur les éoliennes, jamais contesté par un exploitant industriel éolien. Jamais, jamais, jamais.
Hein, ils attaquent sur les personnes, ils attaquent sur… Mais jamais ils n'ont pu contester. Eh bien, je me suis dit, je vais écrire un bouquin sur le nucléaire pour remettre les choses à l'endroit, sans nier d'ailleurs la problématique de la sûreté nucléaire ou des déchets nucléaires. Il ne s'agit pas du tout de le nier. Hein, il s'agit de le mettre en perspective. Mais donc de rétablir les vérités cachées du nucléaire. Et il y en a une, par exemple, qui est tout à fait intéressante, qui est au début de mon ouvrage. Une des vérités, c'est cette question de décarbonation. 80, dans les études d'opinion, 70 à 80% des Français pensent que les centrales nucléaires émettent des émissions de gaz à effet de serre. Comment voulez-vous que l'on puisse traiter du mix électrique qui assure la baisse des émissions de gaz à effet de serre quand les Français pensent que les centrales nucléaires qui émettent de la vapeur d'eau, on y reviendra, émettent des émissions de gaz à effet de serre? En fait, le raisonnement des Français, il est basé sur une fausse information. Les centrales nucléaires n'émettent pas de gaz à effet de serre, ou du moins sont le moins carbonées par rapport au kilowattheure produit. C'est à peu près 6 grammes. On peut aller jusqu'à 12 grammes si on prend les… À titre de comparaison, les éoliennes, on est plutôt à 50 à 60 grammes par kilowattheure produit. Le gaz, on est à 500 grammes par kilowattheure produit, et les centrales au charbon, on est à 1000 grammes par kilowattheure produit. Et alors, les promoteurs, on est très en retard, très en retard, très en retard. Non, on n'est pas en retard, on est en avance. La France émet, et ça, il faut le rappeler, 50 grammes de CO2 par kilowattheure produit, alors que l'Allemagne, avec un mix éolienne centrale solaire à hauteur de 40% et le reste à peu près 40-45% en charbon et gaz, émet 400 à 500 grammes par kilowattheure produit. L'Allemagne est une mauvaise élève de l'Union européenne. L'Allemagne pollue l'Europe avec ses centrales au charbon qui contiennent de l'uranium et du mercure. Alors, eux, ils ne font pas d'entreposage de leurs déchets, ils les balancent dans la nature. C'est encore mieux. Alors, quand l'Allemagne vient nous faire des leçons sur notre nucléaire en disant « vous avez des problèmes de stockage de vos déchets », eux, ils les balancent dans l'air. Donc, c'est beaucoup plus simple. Et ensuite, l'Allemagne est le mauvais élève de l'Union européenne puisqu'elles émettent énormément de gaz à effet de serre. Et ils ont dépensé 500 milliards d'euros dans l'énergie Kinde pour rien, avec une très faible baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et la France, elle, grâce à ses centrales nucléaires, émet simplement, je le redis parce que c'est important de le dire, que 40 à 50 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Et on voudrait nous faire croire, on veut nous faire croire pour faire avaler la pilule d'achat des éoliennes à l'Allemagne pour remplacer nos centrales nucléaires, on voudrait nous faire croire que cette politique de remplacement des centrales nucléaires par des éoliennes participe à la lutte contre le réchauffement climatique. Mais c'est du pipeau. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que M. Carenco, alors par ailleurs, qui veut lui supprimer l'électricité aux anti-éoliens, il l'a dit, président de la commission de régulation de l'énergie, M. Carenco a dit une chose tout à fait intéressante dans le cadre de la commission d'enquête sur les énergies renouvelables. Il était auditionné par Julien Aubert et il a dit dire qu'on utilise les renouvelables pour décarboner est une fausse information et constitue de populisme idéologique. C'est intéressant parce que lui-même dit que les renouvelables ne servent pas à décarboner. Alors, il veut, pour les anti-éoliens, il veut leur supprimer l'électricité, mais par contre, il pense que ça sert à rien. Voilà. Et donc, c'est tout cet écosystème qui m'a fait pencher sur le fait d'étudier en profondeur toutes ces fausses informations sur le nucléaire. Mon bouquin relève ces fausses informations et remet les vérités à l'endroit, qui ne servent in fine qu'à justifier une politique scandaleuse d'installation d'éoliennes en France qui ne servent absolument à rien puisque la France est déjà décarbonée.
Déjà avec cette introduction, on comprend en fait toute la richesse de votre travail. C'est vrai que c'est ce que je veux rappeler, hein, chers spectateurs de Juste Milieu. C'était le cas pour votre premier ouvrage, c'est encore le cas avec Nucléaire, les vérités cachées, que vous soyez pour ou contre le nucléaire, quelles que soient en fait les opinions de chaque lecteur. Ce qui est très intéressant, c'est que vous donnez les éléments, vous donnez à réfléchir, mais et vous connaissez la maison, j'aurais fait la critique si ça avait été le cas, mais j'ai vraiment eu l'impression d'être au contact d'un ouvrage qui se contentait de mettre les éléments sur la table, de questionner les avis des uns et des autres. Et en conclusion, on n'a pas, voilà, comme ce peut être le cas dans pas mal d'essais, on n'a pas voilà l'avis de l'auteur et il faudrait penser ça ou ça. Vous donnez les éléments, vous donnez à penser, à réfléchir, et c'est extrêmement intéressant. Et on va en résumer un peu aujourd'hui dans cet échange, mais c'est voilà ce qu'on va faire pour rendre hommage à votre ouvrage. Mais chers spectateurs, vraiment, allez-y hein, pour aller plus loin dans la réflexion que ce que vous allez entendre aujourd'hui dans cet échange avec vous, Fabien Bouglet. Justement, pour commencer, et après on va aller petit à petit vers de grandes thématiques que vous traitez, forcément les accidents nucléaires, Bien qui sûr. incarnent sûrement une des principales questions que se posent peut-être nos spectateurs. On va commencer avec voilà, quelques minutes un peu en mode c'est pas sorcier, sur une question basique, mais qui va vraiment nous aider à comprendre beaucoup de choses, le fonctionnement d'une centrale nucléaire. Alors, moi, je ne savais pas. Voilà, je ne savais pas. Et dans le livre, il y a un schéma, il y a tout ce qu'il faut. Même moi, j'ai compris. Donc là, ça veut dire qu'on est bon. Et voilà, tout simplement, est-ce que voilà, vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment fonctionne une centrale nucléaire, qu'on puisse bien comprendre ensuite pourquoi voilà, il y a ces contre-vérités dont vous parlez qui abreuvent l'opinion publique depuis longtemps, mais qui ne sont pas toujours vraies. Alors, on va simplifier les choses au maximum. Une centrale nucléaire, d'abord, c'est une usine qui va produire de l'électricité avec de la vapeur d'eau. Déjà, une centrale nucléaire, en réalité, c'est une centrale électrique à eau, à vapeur d'eau. Pour résumer, on va dire qu'une centrale nucléaire, c'est une grande cocotte minute avec une dynamo de vélo. Bon, c'est facile. Vous avez la vapeur d'eau qui va sortir de la cocotte minute et ça va faire fonctionner la dynamo. Ça, c'est la turbine électrique. Et cette dynamo produit de l'électricité. Bon. La particularité, c'est qu'à la différence d'une centrale à gaz ou au charbon, la cocotte minute, dans une centrale au gaz ou au charbon, vous allez avoir le gaz sous la cocotte minute. Donc, si vous mettez du gaz, bah, il y a une combustion. Si vous mettez du charbon, vous avez une combustion, vous avez de la fumée. À la différence, pour schématiser hein, en plus simple possible, à la différence, sous la cocotte minute d'une centrale nucléaire, on ne va pas mettre de gaz et on ne va pas mettre de charbon pour brûler, pour donc faire chauffer l'eau. On va mettre un crayon. On va appeler ça un crayon. Et donc, vous imaginez, vous avez une centrale, une cocotte minute, et hop, vous mettez un crayon contenant du combustible d'uranium et vous le mettez dans l'eau. Et vous fermez votre cocotte minute. Je schématise, hein, vous avez bien compris. Là, la vapeur d'eau va chauffer. Il va y avoir, l'eau va chauffer. Ça va faire sortir de la vapeur d'eau. Alors, comme l'eau est radioactive, l'eau de la première cocotte minute, on va la faire passer dans un circuit qui va faire chauffer l'eau d'une seconde cocotte minute pour que cette eau soit complètement limpide et n'ait pas le déchet radioactif. Donc, on a un circuit primaire, c'est la première cocotte minute, l'eau chauffe, on fait passer dans des tuyaux cette eau, qu'on met en contact avec d'autres tuyaux, une eau qui, elle, va être totalement pure. Et c'est cette eau qui va aller faire fonctionner la turbine. Donc, vous avez, dans une centrale nucléaire, la première cocotte minute, eh bien, c'est le circuit primaire. La deuxième cocotte minute à côté, c'est le circuit secondaire, où on va chauffer l'eau. Et ensuite, cette eau, cette vapeur d'eau va aller faire fonctionner la turbine électrique. Ça produit le courant. Et dans le circuit secondaire, on a des systèmes qui vont chauffer, qui vont être très, très chauds. Et donc, pour éviter que ça soit trop chaud, on va les refroidir. C'est ce qu'on appelle le circuit de refroidissement. Et c'est la cheminée avec la vapeur d'eau. En fait, la vapeur d'eau que l'on voit sortir n'est pas la vapeur du circuit primaire,
n'est pas la vapeur du circuit secondaire, c'est la vapeur de l'eau qu'on va utiliser soit dans la mer, soit dans un fleuve à côté, qui sert à refroidir les systèmes qui sont dans le circuit secondaire. Et voilà. Et c'est de l'eau, tout simplement. Ça explique que vous n'avez jamais d'émission de gaz à effet de serre, puisque vous n'avez pas de combustion qui est libérée dans l'atmosphère. Alors pourquoi 6 grammes de CO2 par kilowattheure produit? Bien, tout simplement parce que pour construire la centrale nucléaire, il y a un bilan carbone pour faire le béton, pour faire tout le mécanisme, la tuyauterie, et pour l'uranium également qu'on doit aller chercher. Donc il y a un bilan carbone. Enfin, c'est un bilan carbone extrêmement faible, extrêmement faible. Absolument. Et maintenant qu'on a cet élément technique bien en tête qui va vraiment nous éclairer sur beaucoup de points qu'on va aborder aujourd'hui, une question très intéressante que vous posez, là encore, ça vient de déminer en fait des inquiétudes qu'on peut avoir. C'est une partie entière qui s'intitule comme ça. Pourquoi une centrale nucléaire ne peut pas exploser? Parce que c'est vrai, c'est la question la peur que tout le monde a de l'explosion d'une centrale nucléaire. On pense forcément aux accidents nucléaires, on y viendra, Fukushima, Three Mile Island et Tchernobyl. Pourquoi d'emblée, sur une centrale nucléaire en France, par exemple, qui fonctionne très bien, pourquoi elle ne peut pas exploser? Et ensuite, on viendra aux questions des accidents nucléaires. Alors, en fait, c'est tout à fait passionnant. Moi, j'étais pas je suis plutôt un scientifique de formation, mais je n'avais pas cette connaissance de l'atome. En fait, il faut bien comprendre une chose qui est la base. C'est que la base, c'est l'uranium. Bon. Dans l'uranium, dans 1 kilo d'uranium, vous avez 99% d'uranium-238. Et vous avez 1%, en moyenne, c'est un petit peu moins, on va dire 1%, d'uranium-235. Quelle est la particularité de l'uranium-235? C'est que cet atome est un des seuls atomes dans les atomes qui existent dans notre environnement qui soit fissile. C'est-à-dire qu'on peut casser en deux. Voilà. Donc, vous avez un atome, c'est une grosse boule de pétanque. Et on imagine que cette boule de pétanque va être cassée en deux par un neutron. Le neutron, c'est le cochonnet. Vous imaginez que vous jouez aux boules, mais au lieu de balancer la pétanque auprès du cochonnet, c'est l'inverse. Vous allez jeter le cochonnet sur la boule de pétanque. Ça, c'est l'atome. Et cette boule de pétanque, elle se casse en deux et elle fait 2 petites boules de pétanque plus petites. Mais en se fissionnant, en faisant la fission nucléaire, vous libérez de l'énergie et vous libérez des neutrons. Donc, s'il y a des atomes 235 à côté, eh ben, ça fait une réaction en chaîne. Si vous avez 1 kg d'uranium-238, 1 kg d'uranium, donc 99% de 238, si vous enclenchez la réaction en chaîne, elle va côtoyer des uranium-238, il ne va pas y avoir de fission. Donc, pour faire une bombe nucléaire, ce qu'on appelle une bombe nucléaire, Hiroshima, Nagasaki, on va enrichir l'uranium à hauteur de 90% d'uranium-235. C'est ce qu'on appelle communément l'enrichissement. C'est actuellement le débat qu'il y a avec l'Iran, par exemple. Parce qu'on sait qu'un pays est en mesure d'avoir une bombe nucléaire à partir du moment où il réussit à faire un enrichissement de l'uranium. Ça se fait avec des centrifugeuses jusqu'à 70%. Quand vous arrivez à faire 70% d'uranium enrichi, vous accédez très rapidement aux 90%. Alors, vous imaginez, sur 1 kg d'uranium, si vous avez enrichi à 90%, les atomes de 235 sont à côté d'atomes de 235, très fortement. Et donc, quand vous avez un atome qui est cassé, il libère des neutrons, ces neutrons viennent casser d'autres atomes, et ça fait des dégâts. Il fallait il y avait à peu près une trentaine de kilos pour Nagasaki, dans la bombe. Bon, vous voyez, il faut très peu de matière pour faire c'est la particularité de la bombe. Alors, dans une centrale nucléaire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans ces fameux crayons, je prends parce que ce sont des crayons qui font à peu près 4 mètres. En fait,
on va mettre du combustible dans lequel il y a de l'uranium 238 et 235. Mais l'enrichissement, il est à 5%. C'est-à-dire que l'uranium 235 ne va représenter que 5% du total du combustible. Le reste étant de l'uranium 238. Donc, on va mettre dans des petits crayons, comme ça, séparés à chaque fois par d'autres petits. Donc, vous avez un grand crayon séparé avec des tout petits morceaux de combustible qui font 1 cm à peu près. Ce qui fait que, techniquement, vous avez bien la réaction en chaîne qu'il y a comme dans la bombe, mais comme vous n'avez que 5% d'uranium 235, l'essentiel des neutrons libérés par la réaction en chaîne vont aller taper des atomes 238 qui ne sont pas fissiles. Et donc, vous avez un dégagement de chaleur diffus, d'énergie diffuse, mais qui n'explose pas comme dans une bombe nucléaire. C'est toute la différence entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire, c'est la concentration de l'uranium 235 dans le combustible. Voilà. Si on avait évidemment des crayons avec 90% d'uranium dans les crayons d'uranium 235, là oui, une centrale nucléaire pourrait exploser comme une bombe nucléaire. Par contre, il ne peut pas y avoir d'explosion, hormis des explosions légères, hein, c'est-à-dire un problème, un feu, etc. Mais ce n'est pas une bombe nucléaire. Une centrale nucléaire ne peut pas exploser comme une bombe nucléaire. En revanche, la particularité des centrales nucléaires, l'essentiel des problèmes liés aux centrales nucléaires, c'est lié aux particules radioactives qui peuvent s'échapper lorsque le fameux crayon, là, hein, qui fait 4 mètres, il est dans une piscine d'eau. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure en parlant du circuit primaire. Quand cette piscine d'eau se met à descendre, pourquoi elle se met à descendre? Parce qu'il y a un problème, il y a un tsunami, par exemple. Vous avez un tsunami, et puis ça casse et ça détruit le système de refroidissement de l'eau. Et donc, votre eau, elle n'est plus refroidie par les systèmes de secours. Il y en a parfois plusieurs. Hein, Eh bien, l'eau descend. Par exemple, vous pouvez avoir l'eau de la piscine qui descend. Vous avez le combustible qui fond. Et là, c'est le réacteur nucléaire qui fond. Et ce réacteur nucléaire, en fondant, il crée ce qu'on appelle du corium. Et ce corium libère des particules radioactives. C'est ça qui pose problème. Les trois grandes catastrophes nucléaires, ce n'est pas des explosions, c'est la libération de particules radioactives. À Three Mile Island, aux États-Unis, il y a eu ce phénomène, c'est-à-dire le circuit de refroidissement, la piscine d'eau contenant les combustibles est descendue à peu près à 1/3. Ça a commencé à fondre et les particules radioactives sont restées dans l'enceinte de confinement. Donc, il n'y a pas eu de victimes. À Tchernobyl, là, ça a été un peu le problème, c'est qu'avec le souffle de l'explosion, mais de la petite explosion, hein, pas une explosion nucléaire, vous avez la coupole de la centrale nucléaire qui a été projetée. Ce qui fait que le réacteur nucléaire s'est retrouvé à l'air. Et donc, on a eu le nuage de Tchernobyl. D'ailleurs, le nuage de Tchernobyl est passé sur la France. Hein. Il y a des vidéos tout à fait intéressantes de l'Institut de recherche et de radioprotection de l'IRSN qui montrent bien le moment où à peu près 1 à 2 journées, à peu près, hein, le nuage de Tchernobyl. Heureusement, il n'avait pas plu. Enfin, on avait des conditions idéales. Et là, effectivement, Tchernobyl, ça a été vraiment la catastrophe. Tandis que Fukushima, la particularité, c'est que c'est le réacteur nucléaire. Il n'y a pas eu de problème nucléaire. Fukushima n'est pas une catastrophe nucléaire. Fukushima, c'est un tsunami. D'ailleurs, l'essentiel des morts, les 20 000 morts, c'est le tsunami hein, qui a emporté tout sur son passage. Et le tsunami a provoqué une destruction du système de refroidissement du circuit primaire qui a conduit à des rejets de radioactifs, mais qui ont été contingentés dans l'enceinte de confinement. C'est d'ailleurs la notion d'enceinte de confinement qui est au cœur de Flamanville. C'est-à-dire que pour la fabrication de l'EPR de Flamanville,
l'autorité de sûreté nucléaire a demandé justement qu'on ait des enceintes de confinement internes, externes, pour éviter qu'un avion, par exemple, ne vienne s'effondrer. Et donc, on a 2 enceintes de confinement, et c'est justement les problèmes de soudure de tuyaux qui passent entre les 2 enceintes de confinement qui ont conduit ces retards que l'on connaît aujourd'hui. Mais c'est vraiment l'explication, si vous voulez, de la différence entre le nucléaire militaire et le nucléaire civil. J'espère que j'ai été assez clair. Absolument, absolument. En plus, cher Fabien, vous êtes parfait. Vous avez fait la transition voilà, sur les accidents nucléaires. Donc, voilà, on comprend bien pourquoi, effectivement, ces accidents n'ont peut-être pas la portée, bien sûr que ce sont des drames, mais n'ont pas la portée médiatique qu'il y a eu et qu'il y a encore aujourd'hui. Et c'est justement l'autre question vers laquelle je voulais aller avec vous. Comment ce discours anti-nucléaire s'est-il imposé? Alors, c'est une question large et qui prend plusieurs dizaines de pages de votre ouvrage, mais si on remonte un petit peu dans le temps, parce qu'aujourd'hui, et c'est intéressant, vous parlez par exemple de la série de fiction Tchernobyl de 2019, à grand renfort de musique dramatique, où on a effectivement, on est à 2 doigts des zombies, quoi. On a 2 doigts de ça. Donc, vous parlez de l'impact de la fiction, effectivement, c'est très intéressant, mais politiquement, en France et même un petit peu à l'étranger, avec le rôle des ONG aussi, bien sûr, Ah oui. Greenpeace, il y a des pages très intéressantes sur ça. Comment, selon vous, s'est imposé ce discours-là? De quelle mouvance politique, avec quels arguments qui encore aujourd'hui font mouche, hein, toutes ces contre-vérités contre lesquelles vous bataillez? Alors, c'est tout à fait passionnant parce que ça remonte à l'histoire et à la guerre froide. Ce qui s'est passé, c'est que la jeunesse des années 50, 60, 70 s'est retrouvée confrontée à une tension maximale entre la Russie et les États-Unis, un peu la même situation anxiogène qu'on peut connaître aujourd'hui avec le Covid. Et on était en train de leur expliquer qu'il fallait mettre des masques à gaz, enfin, partout dans les médias, on disait les Russes vont nous balancer des bombes nucléaires et puis les Américains vont nous balancer des bombes nucléaires, des 2 côtés. Et donc, on a créé une jeunesse absolument terrifiée. Et de là est né le mouvement Peace and Love. Enfin, passionnant, hein, le mouvement des années 60-70, la contre-culture, le gauchisme avec toute cette culture de rock, etc. Donc, tout à fait intéressant. Et on a, en Grande-Bretagne, on a des manifestations et notamment, on a Nuclear Disarmament, qui est une manifestation contre une usine de bombes nucléaires en Grande-Bretagne, qui fait naître ce logo noir, vous savez, avec un Y à l'envers. En fait, c'est Nuclear Disarmament. Et donc, tous les années 60-70, en pleine guerre du Vietnam, vous avez l'émergence d'un mouvement anti-nucléaire de contre-culture qui s'exprime. Avec la naissance en 73, sur la base d'une opération, puisqu'en fait, ils vont à 11 marins pour aller contester les essais nucléaires américains, et ils s'appellent l'opération Greenpeace. Cette opération deviendra Greenpeace tel qu'on le connaît. Et donc, la racine antinucléaire dans le monde est née de ce mouvement antinucléaire militaire pour la paix. Parce que, aussi, il faut quand même l'admettre, les jeunes de la fin des années 40 aux années 50 ont eu une peur terrible suite aux bombes de Nagasaki et d'Hiroshima quand même. C'était quand même une catastrophe absolue que les Américains aient voulu faire un montre de leur puissance et tuer des centaines de milliers de victimes. On comprend que la jeunesse est peace and love, hein, les gars, on se calme. On se calme. Non, mais moi, je me mets à la place de cette jeunesse à l'époque. Peut-être que j'aurais été, on aurait peut-être été, parce qu'il y avait vraiment cette inquiétude. Et puis, vous avez eu deux grands mouvements politiques différents. Vous avez eu le mouvement porté par les partis communistes, en particulier le Parti communiste français, qui s'est associé au général de Gaulle, pour qui, et ça remonte au Front populaire, pour qui la fée électricité est un symbole du confort pour tous. L'électricité, c'est le symbole du progrès,
c'est la possibilité d'industrialiser, c'est l'accès pour tous de manière égalitaire à un élément incroyable de liberté de l'ouvrier, finalement, puisque l'électricité permet à l'ouvrier d'être libéré de tâches. Et donc, le Parti communiste est très sensible au fait de pouvoir donner cet accès à l'électricité pour tous. Et en plus, il y a la notion d'égalité, qui est plutôt pas mal aussi, hein, avec le Front populaire. L'idée qu'on n'a pas à faire de l'électricité un produit de luxe, réservé à une élite, comme voudraient nous le faire les Barbara Pompili, les Jadot. Ces gens-là rêvent de réserver l'électricité à une élite et à renchérir le coût de l'électricité pour surtout ne pas le donner à la plèbe, hein, qui ne mérite pas, parce la plèbe émet des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, c'est horrible. Donc le Parti communiste, lui, il est dans cette logique-là. Mais par contre, de ses racines soviétiques, ils sont anti-nucléaires militaires. Donc vous avez d'un côté le Parti communiste français qui est pro-nucléaire civil, puisqu'il voit dans le nucléaire la possibilité d'industrialiser le pays, de créer des emplois. Il y a tout un écosystème qui se crée. Il ne faut pas oublier qu'en France, c'est 400 000 emplois indirects, directs et induits. Et puis, vous avez le mouvement Peace and Love, plutôt écolo, qui, eux, vont aller au-delà de leur combat nucléaire militaire pour en faire un combat contre le nucléaire civil. Vous avez ces deux branches corrélatives qui existent toujours aujourd'hui. Fabien Roussel, il est pour le nucléaire civil. Et Jadot, il est dans cette lignée de Greenpeace, anti-nucléaire militaire, c'est-à-dire anti-nucléaire civil et pro-énergie renouvelable allemande. Hein, donc, il y a ces deux. Et donc, on en est arrivé là, c'est-à-dire que l'émergence, et c'est en 1973 qu'il y a le premier candidat à la présidentielle écolo, et c'est tout à fait passionnant parce qu'en France, l'écologie politique naît et réussit à se fédérer, à se cristalliser autour du nucléaire. Il y a François de Closet qui disait l'antinucléaire chez les écologistes est aussi important que Marx chez les communistes. C'est tout à fait intéressant. C'est-à-dire que quand ils n'ont plus l'antinucléaire, ils sont complètement divisés. C'est vraiment… Et 30 ans d'écologie politique, Europe Écologie Les Verts, eh bien, on se rend compte que l'essentiel, c'est la destruction de l'industrie nucléaire française, qui a commencé, on va dire, en 2001. Et ce cheminement, il est extrêmement intéressant parce qu'aujourd'hui, on a vraiment l'impression de voir les lignes bouger sous nos yeux. Et c'est là où encore votre ouvrage tombe vraiment à brûle-pourpoint. C'était le cas sur le premier pour les éoliennes, mais là, vraiment, voilà, nucléaire, les vérités cachées sort et le débat s'invite vraiment dans les élections. Et en premier lieu, c'est la position d'Emmanuel Macron qui est très intéressante parce que voilà, il a commencé son mandat avec un discours qui était beaucoup plus fermé. Maintenant, il veut ouvrir des réacteurs jusque dans nos maisons. Donc, c'est vraiment intéressant. On a vu le président de la République changer. Économiquement, c'est ce que vous dites dès l'introduction de l'ouvrage, on voit même un personnage comme Bill Gates qui investit de plus en plus dans le nucléaire également, en partenariat avec Hitachi, je crois. Tout à fait, Hitachi, et un financement du département de l'énergie américain. On va en reparler parce que ça, c'est vachement intéressant par rapport à Emmanuel Macron. Voilà, la question est toute trouvée, justement sur le plan de la politique française, mais bien sûr avec tous ces facteurs extérieurs qui influencent la décision et que vous allez nous expliquer. Le changement est rapide, il est presque immédiat. Là, vous nous avez donné un peu l'historique de ces positions, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça change aussi vite? Est-ce que c'est un enjeu écologique, on l'imagine, comme vous nous l'avez expliqué, économique aussi, géopolitique, parce que vous parlez forcément de l'Allemagne, la position de l'Allemagne, qui est très intéressante, de la Russie également, ce que vous dites vers la fin de l'ouvrage, la Russie qui, elle, n'hésite pas de son côté à vraiment développer des réacteurs en Russie, mais également dans le reste du monde. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tout change aussi vite, telle une réaction en chaîne? Allez, en faisant le jeu de mots. Non, mais c'est passionnant, Rémi, parce que je ne m'attendais pas, en écrivant ce livre, me retrouver au cœur de la dynamique considérable de l'enjeu régalien de l'électricité. Je ne m'attendais pas du tout. Enfin, voilà. Alors, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une chose vraiment essentielle. C'est que dans les années 70, on est donc en 73, il y a un choc pétrolier.
Je vais revenir un peu d'histoire, c'est important. Et Messmer, alors Premier ministre de Pompidou, décide et il lance le plan Messmer, construction de réacteurs nucléaires pour ne pas dépendre des énergies fossiles, du pétrole et du gaz. Donc c'est bien une réaction aux énergies fossiles. Ce débat est au cœur de la présidentielle, puisqu'on retrouve dans le débat entre Giscard et Mitterrand en 81, on retrouve dans le débat 10 minutes de débat sur le nucléaire, faut-il continuer le plan Messmer. Alors Mitterrand, lui, il dit moi je suis pour un mix nucléaire, renouvelable, charbon. C'est exactement le modèle allemand. Et puis Giscard dit moi je suis pour le tout nucléaire. On verra que bon. Le plan Messmer se développe, mais à l'époque, c'était pour lutter contre la dépendance aux énergies fossiles et le coût de la facture électrique. On était à milieu d'imaginer à l'époque que 30 ans après, la question de la décarbonation électrique allait être au cœur du sujet. C'est-à-dire que la question de la pollution s'est déplacée de la question des problèmes de déchets nucléaires à la question de la décarbonation. Et aujourd'hui, le GIEC, par exemple, il fait de la décarbonation l'enjeu essentiel. Et pourquoi l'enjeu est essentiel? Parce que 70% de l'énergie utilisée dans le monde, ce sont des énergies fossiles, gaz et charbon. Que le gaz et le charbon font partie des modes d'énergie ou d'électricité, quand ils sont transformés en électricité, parmi les plus polluants du monde et produit plus de 10 millions de morts par an, selon une étude d'Harvard, à cause des particules fines qui créent des maladies pulmonaires. Donc, évidemment, si on prend les études, et dans mon livre, j'ai pris les études de l'OMS, par térawattheure produit, le nucléaire est le mode de production d'électricité le moins mortel. Alors évidemment, c'est facile de prendre une image d'un pompier avec un syndrome d'irradiation aiguë. Ça, c'est facile. Alors, vous mettez, il y a une belle brûlure. D'accord, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a des pompiers qui sont morts à Tchernobyl d'ARS, qu'on appelle l'ARS. On a une 80 à peu près. Mais, alors ça, c'est facile de mettre dans un film. Mais les 10 millions de morts qui meurent silencieusement, on ne peut pas scénariser ça. Pourtant, c'est extrêmement mortel. C'est le plus mortel. Et donc, le rapport du GIEC de 2018, qui suit la COP21 qui a lieu à Paris, dit, c'est très simple. Dans tous les scénarios, multiplication par 2 des centrales nucléaires pour le scénario le plus bas et multiplication par 6 pour le scénario le plus important. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC. Alors évidemment, là, les écolos sont perdus. Une partie du mouvement écologiste, notamment avec Schellenberger aux États-Unis, qui est un écologiste pro-renouvelable, proche de Barack Obama, dit c'est fini, je ne veux plus être avec les énergies renouvelables qui sont en fait les copains du monde fossile, gaz et pétrole. Moi, je suis maintenant pro-nucléaire. Et donc, il fait son coming out pro-nucléaire. On a eu aussi le documentaire de Michael Moore sur la contestation de ces énergies renouvelables. Et donc, on a ce mouvement de fond international où on est bien en train de se rendre compte que les renouvelables, c'est-à-dire les éoliennes en particulier, comme elles sont intermittentes, 25% de leur capacité maximale de production, on est obligé d'utiliser du backup au gaz ou au pétrole. Donc, ça revient au même. Et donc, il y a cette prise de conscience dans les milieux écologistes. Il y a une tribune en Allemagne qui sort avec 2 scientifiques qui disent « Oh les gars, faudrait peut-être d'abord sortir du charbon et du gaz avant de sortir du nucléaire parce que ça, on a quand même, et en Allemagne, ils ont raison, ils ont 500 grammes par kilowattheure produit. En France, on a, en juin, pendant que je rédige mon bouquin, on a Yann Arthus Bertrand qui dit j'ai été très longtemps anti-nucléaire, je le suis moi maintenant. Et si on développe le nucléaire parce que c'est décarboné, il faut le faire plus vite qu'on le fait. Et donc, on voit ce mouvement de fond émerger à la fois dans la gauche. D'ailleurs, on voit bien la gauche, elle n'arrive pas à émerger.
elle n'arrive pas à émerger puisqu'elle est prise entre ceux qui sont pro-nucléaires, par exemple Taubira ou Fabien Roussel ou Arnaud Montebourg, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, et la gauche pro-éolienne qui sont au service de l'Allemagne, comme Yannick Jadot et Mélenchon. Et donc, tout ce phénomène-là fait que quand moi, je propose mon livre à mon éditeur, on n'était pas dans ce contexte-là. Et ensuite, vous avez un autre phénomène qui est très important, c'est que l'Europe décide, dans la continuation de ces travaux du GIEC, décide d'intégrer le nucléaire possiblement dans la liste des activités vertes prévues par la Commission européenne. Ensuite, vous avez l'explosion du prix du gaz. L'explosion du prix du gaz qui est due au fait qu'en Europe, on a tellement mis d'éoliennes que la reprise post-Covid a conduit l'Allemagne à devoir ouvrir ses centrales à gaz et au charbon et donc ils ont eu une forte demande. Ça a fait exploser le prix du gaz et du pétrole. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a une explosion du prix de l'électricité parce que nos élus très intelligents avaient accepté d'indexer le prix de l'électricité sur le prix du gaz. Alors maintenant, vous avez le ministre Bruno Le Maire qui se bat comme un diable pour éviter l'augmentation de 40% de la facture d'électricité des Français qui est due à tout ça. Et donc, ils vont faire financer par EDF 18 milliards d'euros, soit en non-bénéfice, soit en taxes non prélevées, pour contenir la facture jusqu'avant les élections présidentielles. Donc, mais après les élections présidentielles, vous allez voir, on va pas rigoler. Là, je souris, mais c'est terrible. Parce que tous ces incompétents depuis 20 ans ont laissé et ont détruit notre système électrique au profit d'une Allemagne qui tient, mais on y reviendra. Et donc Emmanuel Macron, revenons à Emmanuel Macron, parce que Rémi, on est au cœur de l'histoire là. Emmanuel Macron, hier, vient d'annoncer, et peut-être que vous pourrez peut-être mettre ce passage dans la vidéo, il vient de faire un discours sur le nucléaire au Parlement européen. Et là, il a dit des choses qu'il n'avait jamais dit. Le GIEC a dit que c'était scientifique d'aimer le nucléaire. Il ne faut pas qu'on dépende du gaz russe. Les énergies renouvelables ne peuvent pas remplacer, intermittentes, ne peuvent pas remplacer le nucléaire. Le nucléaire est un enjeu de souveraineté. Quelle conversion! Cet homme qui, il y a à peine 3 ans, a demandé la fermeture de Fessenheim pour des raisons purement électoralistes, qui aujourd'hui fait qu'on a perdu 2,2% de notre production électrique française et qui contribue à l'augmentation de la facture des Français. Non mais c'est quand même juste dingue. Et cet homme, et on va revenir à Bill Gates, qui en 2019 a fait arrêter le projet Astrid, qui est le projet de réacteur à neutrons rapides qui a le gros avantage de manger les déchets nucléaires des autres centrales nucléaires pour produire de l'électricité. C'est ce qu'on appelle les petits réacteurs modulaires à neutrons rapides. Et ça, c'était un projet sur lequel la France avait une avance considérable. C'était le projet Astrid, qui était la suite du projet Superphénix. Superphénix, l'oiseau qui renaît de ses cendres. Donc, on fait de l'électricité avec de la cendre issue de la combustion des premières centrales nucléaires. Superphénix, qui avait vu son arrêt à cause de l'accord politique entre Jospin et les écolos, Dominique Voynet à l'époque. C'était la gauche plurielle. Et Jacques Chirac, qui avait eu l'intelligence de dissoudre l'Assemblée nationale, a conduit à l'arrivée de la gauche plurielle, qui a fermé immédiatement, dans les 15 jours, Superphénix, qui était un mode de production d'électricité 100 fois supérieur et plus puissant que nos réacteurs actuels et qui utilisait les déchets nucléaires des autres centrales nucléaires. Alors nous, on abandonne. Et Bill Gates, qui est quelqu'un plutôt intelligent, je pense, il se dit, comme le système numérique va avoir besoin d'électricité, qu'on a besoin d'électricité décarbonée, on va faire un petit réacteur modulaire à neutrons rapides que l'on va construire aux États-Unis. Et donc, il a fait un accord avec Hitachi et il a reçu 90 millions de dollars du département à l'énergie américain
pour développer ce que nous, on a abandonné il y a 2 ans. Voilà l'état voilà où on en est. Le tour d'horizon est extrêmement intéressant parce que là, vous résumez vraiment voilà, la situation et on comprend les enjeux qui sont en train de se jouer précisément sous nos Ah oui. yeux. Et là, voilà, justement, le dernier grand point, et pour doucement arriver à la fin de cet échange, cher Fabien Bouglet, vous, voilà, quelles sont d'après vous les propositions, les enjeux réels là, qui nous attendent pour 2020, disons 2022-2025 sur la question du nucléaire et dans l'intérêt de la France, en prenant en compte les différents enjeux géopolitiques, vous parliez de l'Allemagne, qu'est-ce qui aujourd'hui est plus important que jamais pour essayer à la fois de contenir la hausse des factures d'électricité dont vous parliez et aussi de rester quand même un pays fort, un pays dominant sur cette question du nucléaire. Voilà. Quel est l'horizon le plus souhaitable possible d'après vous? Alors, je vais aborder 2 choses et vous me direz si j'oublie. D'abord, notre relation avec l'Allemagne. Parce que j'ai découvert au travers de mon livre, et on va rigoler, mais l'Élysée aussi, parce que l'Élysée a demandé mon chapitre 10. Il faut savoir que quand mon livre est sorti, ils l'ont eu 3 semaines avant, et un ami qui est haut fonctionnaire m'a dit l'Élysée m'a demandé ton chapitre 10 sur la guerre avec l'Allemagne. Il faut dire que, n'oublions pas que l'Élysée venait d'avoir un bon coup de couteau dans le dos des Américains sur les sous-marins australiens. Et qu'est-ce que j'explique dans mon bouquin? C'est qu'en fait, tout ça sera, pour vos auditeurs, mentionné dans mon livre, mais je l'explique. C'est que j'ai découvert que globalement, c'était l'Allemagne qui nous menait la guerre énergétique. Pourquoi? Elle avait intérêt à financer différentes ONG qui détruisent le nucléaire chez nous. Je pense à Greenpeace notamment. Je rappelle que Greenpeace mène des opérations de terrorisme économique. Ils balancent des drones sur nos centrales nucléaires, des feux d'artifice. Est-ce que c'est acceptable ça? Pour moins que ça, il y a des associations qui sont dissoutes. Greenpeace, dissolution immédiate. Darmanin, dissolution immédiate. Il n'y a pas de raison de maintenir des gens qui vont à l'encontre des intérêts supérieurs de la nation. D'ailleurs, rappelons que Yannick Jadot avait été condamné pour atteinte aux intérêts supérieurs de la nation parce qu'il était allé dans la rade de Brest dans le cadre de l'opération Plutonium. Je ferme la parenthèse. L'Allemagne a un dessein, voir notre pays baisser son nucléaire pour pouvoir faire en sorte que notre électricité coûte plus cher. Elle nous vend et elle nous fourgue ses éoliennes. 65% des éoliennes installées sur notre pays, sur notre sol, sont de marque allemande, 30% sont danoises, et 45% des sociétés exploitantes des éoliennes en France sont allemandes. Donc, premièrement, elle profite à son industrie, elle profite de nos importations d'éoliennes. Ensuite, elle surenchérit le coût de notre électricité. Rappelons également qu'à la fin de la fermeture de Fessenheim, avant la fermeture de Fessenheim, nous exportions 10% de notre électricité en Allemagne. Depuis la fermeture de Fessenheim, ça n'est plus que 1,2% en 2019 et en 2020. Et je pense qu'en 2021, nous devons avoir un solde importateur. Donc, on exportait de l'électricité décarbonée, on en importe de l'électricité au charbon allemande. L'Allemagne avait ouvert à Datteln une centrale au charbon pour compenser la fermeture de Fessenheim. L'Allemagne profite donc industriellement de la baisse du nucléaire. Mais corrélativement, comme elle nous impose les éoliennes qui sont intermittentes, eh bien, nous sommes obligés d'ouvrir en backup des centrales au gaz. D'ailleurs, ça a été rappelé par RTE dans le rapport Stratégie nationale bas carbone, qui m'a valu un fact-check de Arte, d'ailleurs. Ils n'avaient pas bien compris, d'ailleurs. J'invite les téléspectateurs d'aller voir, c'est assez étonnant. Et pourquoi? Parce que les RTE avaient dit il faudra, si on baisse la part du nucléaire, il faudra 20 centrales à gaz. Oui, c'est en complément des éoliennes. Et le gaz, comme on n'en a pas, il vient d'où? Eh bien, le gaz, il vient de Russie via Nord Stream 2, qui vient d'être fini et qui passe par l'Allemagne. Nord Stream 1 et Nord Stream 2 passent par l'Allemagne. C'est-à-dire que l'Allemagne veut devenir le hub de distribution du gaz qui vient en complément
des éoliennes et des énergies renouvelables qu'elle a installées sur notre sol. Donc, on sera points et mains liés, si on baisse la part du nucléaire, on sera points et mains liés avec l'Allemagne qui deviendra notre souverain et nous serons des petits affidés qui devront demander l'aumône pour avoir du gaz. Et là, c'est un enjeu formidable. Et l'Élysée a découvert, avec mon chapitre 10, parce qu'il n'avait pas de note de synthèse globale, le dessein de l'Allemagne. Donc ça, c'est un des éléments peut-être qui a contribué à cette espèce d'électrochoc étatique, probablement. Enfin, c'est un des critères. Après, dans ce contexte-là, on le voit que nos modèles sont complètement séparés. La France a un modèle avec une électricité pas chère grâce à son nucléaire. L'Allemagne et une électricité propre. L'Allemagne a une électricité chère, très sale, très polluante et très dépendante des énergies fossiles qui viennent de Russie. Donc, on ne peut pas avoir le même modèle. Donc, moi, je plaide pour les mois. Alors, il y a plus ou moins long terme. On va avoir des moments difficiles parce qu'à court terme, évidemment, l'électricité va coûter très cher. Mais de toute façon, le phénomène va être sur le long terme. Donc, il faut qu'on fasse un plan nucléaire. Moi, j'appelle ça le plan Mesmer 2. Donc, c'est-à-dire, on fait la suite du plan Mesmer. On peut l'appeler n'importe comment, le plan Atome, mais en tout cas, ou Avenir Atome. Mais c'est un plan où on relance complètement notre industrie nucléaire. On construit des réacteurs de nouvelle génération. Ça peut être alors, on parle des EPR, mais ça peut être un EPR 1200, par exemple. Moi, j'ai assisté à des conférences où il y a un EPR, il y a l'EPR 2, mais il y a l'EPR 1200 qui est un peu plus léger à construire. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte avec les ingénieurs que plus les réacteurs avaient une puissance, plus c'était difficile de les construire. Et donc, il vaut mieux parfois avoir une puissance un tout petit peu plus faible, 1200 par exemple, 1200 mégawatts. Et en fait, ça facilite la construction parce qu'en fait, on a moins de problématiques. Par contre, si vous essayez de construire des gros réacteurs qui sont très puissants, eh bien, vous augmentez de manière exponentielle les difficultés de construction. Donc, moi, je plaide pour, d'abord, on finance la relance de nos réacteurs, la modernisation des réacteurs en activité, qui peuvent fonctionner 20 à 30 ans. La création de réacteurs de nouvelle génération, ça, on n'a pas de problème, on sait faire. Hein. N'en déplaise RTE, évidemment, RTE qui dit on ne sait pas faire, ils sont dirigés par des pro-éoliens, les lobbies des éoliennes. Alors, évidemment, il va falloir arrêter ces éléments de langage. Hein. On sait faire. Comme disait De Gaulle, l'intendance suivra. On construit plein d'EPR et on se simplifie la vie. On les construit là où il y a des réacteurs actuellement. Parce que le plan Mesmer, il avait prévu un truc génial, c'est qu'ils avaient très très bien réparti de manière équilibrée sur le territoire. On n'a pas besoin de construire de nouvelles centrales nucléaires. On a juste besoin d'augmenter la capacité nucléaire des centrales existantes. C'est ce qui se passe à Flamanville. Flamanville, c'est simplement un réacteur supplémentaire qu'on a mis à côté des deux autres. Donc c'est formidable. On a un réseau, donc on réduit le coût de distribution. Le réseau, évidemment, il faudra le faire évoluer, mais on limite les coûts de réseau. Donc c'est tout à fait vertueux. On développe Astrid. Moi, je pense à un plan d'1 milliard d'euros à peu près. Hein, on fait ce foutu réacteur à neutrons rapides parce que ça nous permet de régler le problème des déchets radioactifs des premières, et puis ça nous augmente notre capacité. On développe les petits réacteurs modulaires que Macron appelle les Small Modular Reactors. Évidemment, en tant que président d'un pays colonisé, il préfère parler en anglais, alors qu'en France, on dit petits réacteurs modulaires. Voilà, on développe, on continue la fusion, qui est développée au niveau à Cadarache en France. C'est l'inverse, la fusion, c'est quand deux atomes fusionnent pour faire un autre atome, c'est ce que fait le Soleil. On développe les nouvelles technologies et on fait ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle de mes voeux, d'une Silicon Valley du nucléaire. La France doit devenir le pays du nucléaire dans le monde. Voilà. Développer une grande Silicon Valley du nucléaire où on a les meilleurs ingénieurs du monde entier qui viennent travailler chez nous
pour développer cette technologie. Je suis sûr qu'on en a les moyens. Moi, j'ai rencontré plein de vétérans du plan Messmer qui m'ont dit, mais nous, on est prêts à transmettre nos savoirs, des directeurs d'usines, de centrales. C'est absolument formidable, la volonté qu'il y a. Donc, on pourra le faire. Et alors, pour financer tout ça, eh bien, on arrête les renouvelables, entre 250 milliards, 150 milliards de production et 100 milliards pour le réseau de transport d'électricité, parce que comme ils veulent mettre des éoliennes partout, il faut changer le réseau de transport. Et RTE a établi à 100 milliards d'euros le changement du réseau, avec des sous-stations électriques qu'il faut installer, des trucs pour équilibrer, des machines à gaz pour quelques pouyennes d'électricité. Eh bien, moi, ce que je propose, c'est que ces 250 milliards, on supprime les subventions à l'éolien, on arrête l'éolien, on arrête le photovoltaïque, on arrête tout ce qui est intermittent et on profite de cet argent pour financer le plan Messmer 2. Et moi, je trouve que c'est assez cohérent. Évidemment, il faut se lancer au plus vite et il faut qu'on ait vraiment une logique d'union nationale, c'est-à-dire que ça ne dépende pas d'aléas politiques. Et puis, évidemment, financement de la recherche et développement sur la sécurité nucléaire, sur la gestion des déchets. Il y a énormément de choses à faire. Ce sera créateur d'emplois. L'avantage également, c'est que on réindustrialise notre pays parce qu'on va avoir besoin de pièces, on va avoir besoin d'ouvriers, on va avoir besoin de techniciens, on va avoir besoin de former. Et que quand on construit une centrale nucléaire, c'est pour 90 ans. Donc, on crée de l'activité pendant des centaines, des dizaines d'années. Donc, c'est extrêmement vertueux. Voilà ma vision globale. Et je suis ravi de voir que le président de la République, et si c'est que je ne suis pas du tout macroniste, mais force est de constater que le président de la République, dans son discours au Parlement européen, a lancé, et au-delà de ça, on sait très bien que le président de la République, c'est un en même temps. Il est capable de fermer une centrale nucléaire à Fessenheim ou de supprimer Astrid et en même temps dire le relancer un plan nucléaire. Ce qui m'intéresse, moi, au travers de tout ça, c'est l'état profond. C'est la modification structurelle de la vision de l'état profond par rapport au nucléaire. Et moi, je suis convaincu, c'est ce que je ressens, que effectivement les hauts fonctionnaires sont en train de changer. Malheureusement, on a eu une infiltration de la filière éolienne dans des postes clés. Et actuellement, je voudrais vraiment mobiliser toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, d'être lucides quant aux éléments de langage qui vont être propagés par tous les acteurs de l'éolien qui ont rempli le ministère de l'écologie, RTE, l'ADEME et tout ça, qui servent in fine l'industrie allemande par trahison à l'industrie française. Et là-dessus, je pense qu'il faut être très clair. Aujourd'hui, promouvoir l'éolien, c'est être un traître à son pays. Et promouvoir l'industrie nucléaire, c'est être pour la souveraineté et l'indépendance de notre pays. Et je pense qu'on en a vraiment besoin actuellement suite avec cette crise sanitaire. Et donc, je suis intimement très optimiste, très pessimiste sur l'éolien. Je pense que ça va finir. Et très optimiste quant au fait qu'on va voir les choses évoluer. Ça mettra du temps, mais le jeu en vaudra la chandelle. Alors Et on retiendra, Rémi, notre vidéo comme un moment important de cette transformation. Voilà, où tout avait été dit. Voilà, le programme de Fabien Bouglet. Voilà. Quand juste milieu sera au gouvernement, vous serez ministre du nucléaire. Voilà, on a les propositions, c'est dit. En tout cas, cher Fabien, on est ensemble depuis bientôt 1 heure. Une fois de plus, je le redis, voilà, nucléaire, les vérités cachées. On n'a pas pu aborder forcément toutes les questions que vous soulevez, auxquelles vous répondez dans votre ouvrage. Je pense aux déchets nucléaires, je pense à beaucoup de questions que peuvent se poser les spectateurs, mais vraiment, courez lire ce livre parce que, voilà, bien sûr, c'est de la promo, je fais mon hardisson, mais bien évidemment, j'avais à cœur de vous recevoir à nouveau parce qu'on est vraiment dans le genre d'ouvrage que j'apprécie et les spectateurs le savent, c'est-à-dire qu'on vient confronter ses convictions, on vient confronter ses opinions à l'épreuve des faits.
Et le livre ne dit pas quoi penser, il dit à la rigueur comment le penser. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, un grand bravo pour votre travail. C'est extrêmement sourcé. Là, les gens connaissent la guinguette. J'aime bien quand il y a des sources. Alors là, on est servi. Ça coule de source. Donc voilà, vraiment, faites-vous un avis, chers amis, sur le travail de Fabien Bouglet. Cher Fabien, je vous remercie une fois de plus pour cet échange. Merci Rémi, merci de votre accueil. Et puis, en tout cas, le rendez-vous est pris pour le prochain ouvrage. Quand vous voulez, Ouais, voilà. Vous êtes le bienvenu, vous êtes à la maison chez Juste Milieu. Chers spectateurs, merci beaucoup d'avoir été là une fois de plus. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis en attendant, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt. Au revoir.